Je voudrais adresser la question de la neutralité axiologique et de la neutralité politique en général, et bon, bien sûr aussi on peut le dire en particulier dans les sphères d'esprit critique, mais en fait on peut la penser simplement en général, non pas pour un champ spécifique de la pensée critique, mais en elle-même dans sa pertinence, dans sa justification, dans sa cohérence, ou au contraire peut-être dans ses contradictions. Et je voulais proposer cela ici, alors avec simplement quelques hypothèses très basiques. Bien sûr, on pourrait facilement développer, apporter de nouveaux arguments. Alors on va essayer de réfléchir à partir d'une petite réflexion, ainsi qu'à partir de la pensée d'Alain Badiou, pourtant un philosophe que je porte pas forcément dans mon cœur, mais qui apporte un argument, je crois, qui est assez intéressant. Générique! Pour te faire plaisir, hein. Les gens qui ne sont rien. Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous. T'aimes ça la merde. Bonjour, on est tous bienvenue sur la vidéo que nous nous intéressons à la neutralité axiologique dans son versant politique, ou plutôt à la neutralité politique. Alors cette idée de neutralité politique, elle traverse un certain nombre de questionnements, elle traverse aussi un certain nombre de pratiques, à savoir par exemple les pratiques journalistiques où les journalistes sont supposés être neutres lorsqu'ils présentent des sujets. Tu pourrais ne pas défendre les Palestiniens à l'antenne, ça serait bien. Les mecs, ils veulent tuer Israël, les Palestiniens. Tu préférais que je dise ça, Pascal? Comment? Tu préférais que je dise ça? Oui. D'accord. Parce que c'est la réalité. Non mais Bon, évidemment, on sait très bien que c'est de moins en moins le cas si jamais ça l'a été un jour, puisqu'évidemment les journalistes, on peut pas les empêcher d'avoir leurs opinions. Ils sont généralement d'ailleurs plus ou moins encartés, pour ainsi dire, dans des organes de presse dont la ligne éditoriale et politique est déjà connue à l'avance. Tout ça, c'est un peu de la façade, mais bon, soit. Et cette neutralité politique, elle vaut aussi parfois pour la critique philosophique et pour la critique zététique, en fait pour toute forme d'esprit critique. En cela qu'elle serait garante d'une espèce de forme de rationalité, forme de garantie aussi de la vérité, forme d'assurance aussi de la vérité, puisque justement on se défait de nos opinions politiques pour affirmer des idées qui seraient justement notre rationnel fondé sur des raisonnements non biaisés ou non altérés par nos opinions. Et puis la neutralité politique peut aussi tenir en cela que les personnes qui tiennent des discours pensent tout simplement ne pas être suffisamment sachants sur les questions politiques, ou ils pensent eux-mêmes ne pas avoir d'avis sur ces questions-là. Alors je vous propose qu'on examine ces deux cas de figure. Alors on va commencer par le dernier qu'on prendra en premier. En fait, se dire neutre dans le sens où cela signifie que on n'a pas d'avis ou on n'a pas de connaissances suffisantes pour avoir un avis en politique, eh bien c'est en quelque sorte, et je sais que ça va pas forcément plaire cette idée-là, mais réfléchissez quand même, c'est d'être conservateur malgré soi. Pourquoi c'est être conservateur malgré soi? Parce que c'est être incapable de s'inscrire dans la contradiction de l'ordre des choses en place. Et quand on n'est pas capable de s'inscrire dans la contradiction de ce qui existe comme forme de pouvoir, eh bien ça veut dire qu'on n'est pas capable de dépasser ce pouvoir-là, et ça veut donc dire qu'on agit dans le sens du conservatisme de ce pouvoir. Et ce qui est terrible, c'est que c'est encore vrai, même quand on est en désaccord avec certaines mesures politiques. Admettez par exemple que, je ne sais pas, vous soyez contre la réforme des retraites. Voilà, c'est une possibilité, beaucoup de gens étaient contre cette réforme des retraites. Effectivement, cela fait de vous un progressiste dans le moment de la lutte contre la réforme des retraites, mais pour autant cela ne vous rend pas capable de penser pourquoi il y a cette réforme des retraites, quelles sont les conditions qui rendent possible cette réforme, la répression armée, la propagande médiatique ou toutes ces choses-là, qui favorisent justement cette réforme. Et donc, vous serez peut-être en quelque sorte progressiste pour une réforme donnée, mais vous restez adhérent d'un système plus général que vous n'arrivez pas à saisir. Ce problème-là, il y a une romancière, on en a déjà parlé, qui s'appelle Sandra Lucbert, qui l'aborde dans son livre « Personne ne sort les fusils ». Elle décrit les procès de France Télécom, donc les fameux procès qui font suite au fait que les managers de France Télécom aient poussé au suicide un certain nombre de leurs employés, alors au suicide, à la dépression, bon, il y a eu tout un tas de problèmes. Et en fait, ce qui se passe, dit Sandra Lucbert, c'est que les gens ont bien conscience d'avoir été victimes d'actions injustes, mais ils n'ont pas les outils qui leur permettent de penser le cadre politique qui rend possible ces actions injustes. Et en cela, finalement, cette justice est une pseudo-justice, dans le sens où effectivement elle répare un certain nombre de dommages objectifs qui ont été causés aux victimes, mais elle ne rend pas compte des mécanismes internes qui ont permis justement ces crimes, et elle ne permet pas de juger ces mécanismes qui autorisent, qui rendent possible en tout cas l'émergence de ces crimes. En cela, cette justice est conservatrice, parce que évidemment, elle ne juge pas les mécanismes internes à la production des crimes, mais elle ne juge que les crimes eux-mêmes. Et par conséquent, une fois indemnisés, les salariés de France Télécom probablement n'auront pas de discours subversif d'ordre politique en général. Ils continueront à adhérer à un système politique qu'ils croient globalement sain, mais dans lequel il y a des anomalies dont ils ont été victimes. Et cela, c'est demeurer malgré soi conservateur. On pourrait proposer une analyse marxiste évidemment à cela, en expliquant par le moyen de l'idéologie comment le conservatisme se produit dans l'esprit des gens, comment il produit la fausse conscience
ou des choses de cet ordre-là, mais je crois que l'argument se suffit à lui-même. La deuxième hypothèse, c'est l'idée selon laquelle on refuse d'avancer ses opinions politiques, c'est celle dont on parlait au début, au motif que cela nuirait à la validité de notre propos. Et bien sûr, l'hypothèse implicite à cette hypothèse, c'est de dire que finalement, les idées politiques, un petit peu comme la religion, confinent à la sphère privée. Alors là, je vous invite à vous poser une question assez simple. Si vous admettez que nous vivons dans une démocratie très imparfaite, on peut en convenir, démocratie qui a tout un tas de problèmes, démocratie qui est souvent bafouée, bon, tout ce que vous voulez. Vous admettrez en tout cas que si vous vivez en démocratie ou que si vous voulez vivre en démocratie, il est indispensable de confronter les opinions politiques les unes avec les autres. La définition de la démocratie, au sens étymologique du terme, bien sûr, c'est le pouvoir au peuple, mais son application concrète nécessite que les opinions entre les différentes personnes qui appartiennent au corps social et au peuple souverain puissent s'échanger afin d'établir un compromis de nature démocratique. Si les opinions politiques restent confinées à la sphère privée, la démocratie devient de ce fait impossible, puisque les opinions politiques sont atomisées, il n'y a pas d'échange entre ces opinions, sauf à l'occasion de quelques élections où on élit des représentants dans notre cas, et il ne peut jamais advenir un véritable consensus démocratique. En fait, vouloir confiner les idées politiques à la sphère privée, c'est nier en quelque sorte le mouvement même de la démocratie. Cela, il y a un philosophe, pourtant que j'apprécie pas spécialement, qui est Alain Badiou, qui l'explique assez bien. Il l'explique assez bien dans un entretien qu'il a accordé il y a plus de 10 ans à Ce Soir ou Jamais, et vous allez voir ce que dit notre ami Badiou. Tension dans un phalanstère que je construirais loin du monde. Mais non, c'est de la polémique, ça. C'est de la polémique, dire qu'on est acculé au choix entre violence ou phalanstère. Pas du tout. Si le vote ne sert à rien avec l'ensemble de mes concitoyens, que me reste-t-il? Mais la politique, ça consiste à organiser directement, à s'organiser soi-même d'abord et à s'organiser directement avec des gens. Les grands mouvements politiques novateurs n'ont pas commencé par les élections. Hein. Parce que d'où ils viennent, les candidats aux élections? Ils viennent de vieux mouvements politiques ancestraux qui ont été faits par des militants politiques et pas par des électeurs. Donc la question de la politique, c'est la question de ces militants. C'est la question de ceux qui proposent et sont actifs au nom de la représentation qu'ils se font de ce que la société doit devenir. Et c'est pas des gens qui vont mettre en rampant dans un isoloir, ça c'est formidable comme mot, l'isoloir. La politique c'est être tous ensemble, mais là c'est l'isoloir. Alors qu'ils vont mettre dans un isoloir un petit papier. Alors mettez-le si vous voulez, votre papier, mais venez pas après pleurer concernant les déceptions graves qui vont être les vôtres. Alors évidemment, la question de l'isoloir, c'est une question intéressante, parce que c'est important d'avoir un isoloir dans le sens où, dans le cas où si vous affichez vos opinions politiques publiquement, certaines personnes pourraient vous punir pour cela, donc autant les affirmer dans un isoloir pour que vous soyez vous-même protégé. Mais c'est vrai que si votre seul choix politique est confiné à mettre un bulletin dans un isoloir, ça veut dire que vous n'avez aucun choix politique, ou en tout cas que vous n'êtes pas dans une démarche démocratique. Vous n'êtes pas capable de militer publiquement, ou en tout cas si vous le faites et que vous militez publiquement, vous ne pouvez pas compter, si la seule voie légitime c'est celle qui est dans l'isoloir, à ce que votre militance ait des conséquences sur la transformation de la société. Or c'est précisément ce que fait l'isoloir, il confine l'opinion politique à la sphère privée. Il l'enferme dans un cadre duquel elle ne sort pas, et duquel elle ne peut pas sortir parce que justement, vous comprenez, la politique c'est la sphère privée, c'est-à-dire que la vie de la cité, de la police, c'est la sphère privée. Mais quelle étrange définition de ce que c'est que la politique. Alors bien sûr, si on définit la politique en ces termes, ça veut dire qu'on refuse clairement la militance politique, on refuse l'échange sur le plan politique, et donc on refuse en réalité l'expression possible et concrète d'une démocratie. Et si jamais, par hasard ou par quelques mésaventures, il était dans l'ordre des choses de voter dans un isoloir et de considérer que c'était dans la sphère privée que devaient se confiner les opinions politiques, alors, agissant ainsi et en confinant nous-mêmes nos opinions politiques dans la sphère privée, nous agirions de manière conservatrice. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus vrai que nous ne donnerions pas les moyens d'agir de manière progressiste. J'ajouterai à cela, pour conclure en quelque sorte, que cela ne fait jamais problème quand un conservateur avance son opinion, ou en tout cas cela ne change jamais rien. Il ne fait que répéter l'ordre des choses qui est en place. On peut l'observer de manière plus ou moins à droite et maladroite avec les différentes tensions politiques qui peuvent advenir parfois dans notre société, dernièrement avec le conflit israélo-palestinien, mais aussi avec la réforme des retraites, et puis on pourrait multiplier comme ça les exemples. La voie du conservatisme ne pose jamais problème en elle-même. D'ailleurs, elle s'impose à l'ensemble du corps social. Condamner les violences, condamner X, condamner Y, accepter X, accepter Y. Et là, votre parole sera légitime. La parole qui change justement, ou qui peut amener à réfléchir sur l'ordre des choses, c'est la parole progressiste. C'est la parole qui sort de l'opinion politique personnelle. C'est la parole politique qui se fait
public. Cela ne signifie pas forcément affirmer de droite ou de gauche. Non, cela signifie affirmer des idées qui réfléchissent au sujet justement des structures politiques et de pouvoir. Tout ça pour dire que quand j'affirme qu'aucun esprit critique véritable et concret n'est possible sans une critique politique, ce ne sont pas des paroles en l'air en fait. Si vous pensez pouvoir développer un esprit critique dans la neutralité politique, soit, c'est pas complètement impossible, mais sachez que vous ne pourrez le faire que dans un cadre conservateur. Le seul moyen de dépasser cette contradiction, c'est justement d'affirmer non seulement les idées politiques, mais ça c'est très insuffisant, d'affirmer les justifications qui font que vous pensez être fondé à défendre ces idées. Et quand je parle d'idées politiques, là encore, je ne parle pas de défendre tel ou tel candidat, non, c'est de défendre telle ou telle idée, qui sont ancrées soit dans l'histoire, soit dans la philosophie, soit dans je ne sais quelle discipline, mais qui vous donnent matière à penser pour critiquer justement ce qui fait obstacle à votre esprit critique. La critique qui consiste à dire que finalement, certaines mouvances d'esprit critique qui confinent l'opinion politique à la sphère privée sont conservatrices, se justifie par ce genre d'argument. Et réfléchissez, demandez-vous simplement comment vous pouvez rejeter ce genre d'argument. Et si vous ne le pouvez pas, alors il faut aller au-delà de ces contradictions. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur la 2. Et si vous êtes consentant, la bise. Les races humaines existent ou pas? Alors ça... Non mais